Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage vraiment fascinant, Ahmed Fouad Pacha. Un homme dont la carrière, elle s'est construite sur deux piliers qu'on pense souvent totalement opposés. D'un côté, la physique pure et dure, et de l'autre, la philosophie. Et cette dualité, elle est vraiment frappante. D'un côté, on a le physicien de renommée internationale avec plus de 40 articles publiés en anglais pour ses pairs du monde entier. Et de l'autre, on a le penseur arabe avec plus de 60 livres en arabe qui s'adresse à un tout autre public. C'est quand même incroyable. Le même homme, deux langues, deux publics, deux mondes qui semblent n'avoir rien en commun. Alors, la question qui se pose, et c'est vraiment le cœur de notre sujet, c'est comment ? Comment est-ce qu'une seule personne a pu non seulement maîtriser ces deux univers, mais en plus les faire dialoguer ? Comment est-ce qu'ils se sont enrichis l'un l'autre ? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et pour bien comprendre le penseur, je crois qu'il faut d'abord s'appencher sur le scientifique. Alors, commençons par le commencement, par ses fondations solides en physique. Son parcours académique, franchement, il est béton. On part d'une licence à l'université du Caire, puis une maîtrise, pour finir avec un doctorat en physique de l'université de Moscou. Chaque étape a vraiment solidifié son expertise. Et puis, il grimpe les échelons jusqu'à devenir professeur titulaire en 1987. Ça montre une discipline de fer. Et cette expertise, elle n'est pas restée théorique, loin de là. Le résultat, c'est quoi ? Plus de 40 publications scientifiques. Il faut bien se rendre compte que dans le monde de la recherche, c'est énorme. C'est vraiment un chiffre qui pèse. Et ce qui est super important à comprendre, c'est où il publiait. On ne parle pas de revues locales, non. Ses recherches étaient rédigées en anglais, publiées dans des journaux internationaux spécialisés. En gros, il était en plein dans le grand bain, il dialoguait directement avec la communauté scientifique mondiale. Un physicien de stature internationale, sans l'ombre d'un doute. Mais voilà, ça, ce n'est que la moitié de l'histoire. C'est là que ça devient encore plus intéressant. On va maintenant traverser le pont qu'il a lui-même construit pour aller voir l'autre facette de son travail, celle destinée au monde arabophone. Et là encore, attention, un chiffre qui claque. Plus de 60 livres. C'est fou, non ? On avait plus de 40 articles d'un côté, et là, plus de 60 livres de l'autre. C'est un parallèle saisissant. On retrouve cette même productivité, cette même énergie, mais cette fois, elle est canalisée vers un public et des objectifs complètement différents. Et quand on regarde de quoi parlent ces livres, c'est là qu'on voit toute l'étendue de sa pensée. Il n'a pas juste fait de la vulgarisation. Bien sûr, il y a de la science pure et appliquée. Mais il y a aussi, et c'est énorme, toute une partie sur la pensée islamique et la philosophie. Et, point super important, des ouvrages pour la culture scientifique des plus jeunes. Il voulait vraiment transmettre. Au cœur de tout ça, il y a son grand projet intellectuel, ce qu'il a appelé la théorie islamique de la science. Alors attention, l'idée, c'était pas du tout de rejeter la science moderne. Au contraire, c'était de se demander comment la science, avec sa méthode rigoureuse, pouvait entrer en dialogue avec une vision du monde islamique. C'est vraiment là que ces deux mondes se rencontrent et fusionnent. Et son impact ne s'est pas arrêté au livre. C'était aussi un homme d'action, un bâtisseur, un leader universitaire qui a voulu mettre ses idées en application, sur le terrain. Il suffit de regarder sa carrière à l'université du Caire. C'est une vraie ascension. D'abord vice-doyen, puis doyen de la faculté des sciences, pour finalement devenir vice-président de l'université tout entière. Et ça, c'est pas juste des titres. Ces postes lui ont donné le pouvoir de modeler la culture intellectuelle d'une institution absolument majeure en Égypte. Et puis, en 2004, c'est la consécration. Il est élu à la prestigieuse Académie de la langue arabe. Et ça, c'est un symbole très fort. Ce n'est pas le physicien qu'on récompense ici, c'est le penseur. C'est l'homme qui a contribué à la langue et à la culture arabe. C'est l'aboutissement de son deuxième monde, en quelque sorte. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Comment on assemble les pièces de ce puzzle ? Quel est l'héritage d'un homme aussi complexe ? Eh bien, le point le plus important, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de séparation. Ce n'était pas Ahmed le physicien d'un côté et Ahmed le penseur de l'autre. Non, c'était un tout. Le physicien reconnu, l'auteur prolifique, le leader universitaire, l'éducateur, toutes ces facettes se nourrissaient les unes les autres. Et c'est ça la réponse à notre question du début. Pour lui, il n'y avait tout simplement pas de conflit, c'était même logique. La physique, elle répond à la question comment, et la philosophie, elle s'attaque au pourquoi. Sa vie était la preuve vivante que ces deux grandes quêtes humaines, le comment et le pourquoi, non seulement ne s'opposent pas, mais peuvent dialoguer et s'enrichir mutuellement. Et ça nous laisse avec une dernière question. On vit à une époque d'hyper-spécialisation, où l'on est poussé à devenir expert d'un tout petit domaine. L'histoire d'Ahmed Fouad Pacha, elle, vient un peu bousculer tout ça. Elle nous pose la question quelle valeur, quelle place on accorde aujourd'hui à ces esprits qui osent faire le contraire, ceux qui, comme lui, passent leur vie à construire des ponts.